Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April et aujourd'hui je vais vous parler de la fatigue. Ma vidéo s'intitule Fatigue, fatigabilité et énergie ou pic d'énergie autistique parce que déjà il y a plusieurs types de fatigue, il y a plusieurs couches de fatigue. Pour moi, je fais aussi la différence entre la fatigue et la fatigabilité. Et être fatigué n'exclut pas d'avoir des pics d'énergie à des moments de la journée ou à des moments précis dans une année avec les saisons, etc. Voilà, donc pourquoi je veux parler de la fatigue? Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la fatigue il y a longtemps, c'était une vidéo en vacances, pas très bien cadrée, etc. Pardon, ça a bougé. Et là, je me suis fait la réflexion de l'importance de prendre en compte la fatigue autistique parce que j'ai eu un petit rendez-vous chez le médecin par rapport à ma grossesse parce que je suis enceinte et en fait, je lui disais, je suis extrêmement fatiguée. Et elle me dit, c'est normal, vous êtes enceinte. Et là, je me suis dit, ah non, 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 non. Je crois qu'on parle pas de la même chose là. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais accumulé énormément de fatigue de toutes sortes et que cette fatigue qui s'était rajoutée, donc qui se rajoute à la fatigue de la grossesse entre guillemets normale, je mets ce mot entre guillemets, justement n'était pas normale et qu'en fait c'était à interroger. Et la fatigue pour moi c'est vraiment un sujet de société entre guillemets parce qu'en fait on est dans une société où les gens sont tous un peu à cran, à bout, usés, fatigués. Et du coup, il y a un truc où en fait, quand on dit qu'on est fatigué, en fait, les gens ils entendent oui, comme tout le monde, en fait. Bah non, justement, pas comme tout le monde. Et ils ont beaucoup de mal à se mettre à notre place et à comprendre justement les nuances qui peuvent exister dans la fatigue. Alors du coup, je vais essayer d'expliquer en quoi notre fatigue elle est différente de la fatigue des neurotypiques. Donc déjà, j'ai expliqué qu'on avait différentes couches de fatigue. Donc je vais prendre la première couche, on va dire la fatigue sensorielle. C'est la fatigue la plus importante à mon sens chez les autistes et aussi ce qu'on peut appeler communément l'hypersensibilité au sens strict du terme, c'est-à-dire la sensibilité, la surstimulation pardon, liée aux cinq sens. Donc on est fatigué sensoriellement par le bruit, par la lumière, par les odeurs, par le toucher. Ça peut extrêmement nous éprouver. Donc il y a des gens qui supportent pas, qui mettent des casques anti-bruit, qui dorment avec une couverture lestée, qui se promènent avec des lunettes de soleil. Donc après il y a des degrés on va dire de tolérance aux surstimulations sensorielles. Mais en tout cas dans l'autisme, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous je pense, hyper ou hyposensibles sur certains sens et qu'on est tous éprouvés en fait de manière assez intense par rapport à la moyenne. On a une hypersensibilité, voilà, et qui moi du coup avec la grossesse forcément ça a flambé, donc je suis complètement photosensible, je ne supporte pas les bruits, je ne supporte plus les odeurs, bref. Donc cette fatigue là déjà elle n'est pas vraiment comprise, elle n'est pas vraiment prise en compte. Et en plus il y a un autre souci dans l'autisme, c'est le fameux traitement de l'information dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment fonctionne le cerveau des autistes. Où en fait comme on est très très focalisé sur le fait de gérer toutes ces informations sensorielles qui nous arrivent et en particulier visuelles, on est tellement focalisé sur l'environnement, l'extérieur, qu'on a du mal à percevoir en temps réel nos sensations, nos émotions et donc notre fatigue. Et qu'on va en fait de ce fait parfois se prendre des gros chocs de fatigue, des murs littéralement, et qu'on va pas les sentir au moment présent. Qu'on va rentrer chez soi et que là le soir ou le lendemain ça va faire mal. Voilà. Et c'est lié aussi du coup à ce décalage du traitement de l'information. On est tellement occupé à essayer de gérer tout ce qui nous arrive, tout ce que nous percevons sensoriellement, qu'on va avoir du mal à ressentir autant en temps réel l'impact que cet environnement a sur notre corps et sur nous. Donc en fait, on a du mal à être dans ce qu'on appelle les sens internes. On est plus dans les sens externes. Donc on est un peu là, on subit et on a du mal à ressentir à l'intérieur. Ou ça nous demande un effort intellectuel. Mais cette fatigue, elle est là. Quand bien même on ne la ressent pas en temps présent, en temps réel, elle est là. À cela s'ajoute donc la fatigue cognitive, notamment liée aux fonctions exécutives, donc le fait de planifier ce qu'on va faire à l'avance,
d'organiser notre journée, les tâches qu'on doit faire, les hiérarchiser de la plus importante à la moins importante, de les faire de manière efficace, organisée, fluide, et ensuite de devoir changer d'une tâche à l'autre, donc switcher d'une tâche à l'autre, réajuster en temps réel si jamais il y a des imprévus. Tout ça, là encore, ça nous demande énormément d'énergie. Et c'est pas fluide, et c'est pas inné, c'est pas automatique en fait. On doit tout faire en mode manuel, même si on s'en rend pas compte dès le début de notre journée. C'est pour ça qu'il y a des autistes qui sont très très fatigués le matin ou qui ont du mal à démarrer leur journée, parce que en fait c'est toute une organisation le matin qu'on doit mettre en place. Et puis en plus le matin il y a beaucoup de choses à faire, de tâches à faire, il faut se lever, il faut se préparer à manger, il faut se doucher, etc. Et donc tout ça, mine de rien, ça nous coûte beaucoup d'énergie. Et même si on s'en rend pas compte, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est normalisé, minimisé, enfin tout le monde en tout cas doit se lever le matin et préparer sa journée. Mais en fait les personnes dans la norme n'imaginent pas que nous, comme on doit tout intellectualiser, ça nous coûte énormément d'énergie. Et cette énergie, elle n'est pas forcément là encore perceptive en temps réel, et elle n'est pas forcément aussi identifiée comme source de fatigue, parce que en fait c'est quelque chose qu'on fait très très vite, qu'on peut faire de manière plus ou moins rapidement. Hein, mais néanmoins, c'est pas parce que c'est rapide que c'est pas intellectualisé, préparé, et donc cette préparation, ça a un coût mental. Et d'ailleurs, dans la fatigue, il y a 3 étapes. Il y a le temps de préparation, le temps d'action et le temps de récupération. Et souvent, on a du mal à comprendre notre fatigue parce qu'en fait, ce que les gens voient, c'est le moment où on est dans l'interaction, parce qu'on s'est préparé parfois plusieurs heures, parfois plusieurs jours à l'avance pour vivre cette interaction, et ils ne voient pas aussi le temps où on va récupérer, qui peut aller là encore de plusieurs heures à plusieurs jours. Donc c'est pour ça que en réalité, on a l'impression qu'on peut faire des choses, mais on peut les faire à condition de disposer de ce temps pour mettre en place nos interactions sociales. Et c'est pour ça aussi que parfois le rythme qui nous est proposé, le rythme infernal de la vie active ou de la vie moderne, en fait, ne correspond pas du tout à nos besoins autistiques, qui est que nous, on a besoin de temps pour digérer tout ce qui se passe. Tout est très très intense pour nous, et on a besoin de ce temps pour récupérer, mais aussi de ce temps pour finalement juste intégrer ce qu'on a vécu en fait. Et si on l'a pas, et ben de toute façon ça va péter à un moment donné, parce qu'on va accumuler. C'est du temps pour intégrer, c'est du temps pour penser ce qui nous arrive, du temps pour ressentir. Et ça, je crois que c'est une grande chance qu'on a, parce que en réalité, nous, on peut pas ne pas prendre ce temps-là. Sinon, c'est le burn-out, c'est le meltdown autistique, le shutdown autistique aussi. Alors que les neurotypiques, ils ont cette capacité de vivre très 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 longtemps comme ça, coupés d'eux-mêmes et de leurs émotions, sans forcément s'effondrer. En tout cas, ils ont une plus grande marge de manœuvre que nous. Voilà. Mais nous, du coup, ça nous pousse quand même à nous reconnecter assez vite à nos sensations, à nos émotions, pour ne pas accumuler trop de choses. Voilà. Et après, on a aussi une fatigue physique qui est très importante, puisqu'en fait, toutes ces actions qu'on doit mettre en place, après, on doit les réaliser physiquement. Donc, par exemple, conduire une voiture, c'est une épreuve physique. Si vous avez des problèmes de coordination, moi, je suis dyspraxique, ça demande une énergie, en fait, physique. Là encore, même si c'est fait de manière fluide quand on est habitué et qu'on est à l'aise, c'est quand même un coût physique important. Il y a des choses toutes bêtes et anodines comme faire le ménage et cuisiner, c'est aussi un coût physique important. La cuisine, c'est d'ailleurs c'est le jackpot, parce que c'est planification, hiérarchisation des informations, de la tâche à faire, coût aussi sensoriel, les odeurs, le goût, et aussi coût physique, parce qu'il faut éplucher les légumes, parce qu'il faut couper, parce qu'il faut être dans l'action en fait. Donc cuisiner pour certains autistes, c'est très très fatigant. Pour moi, c'est très fatigant, j'adore le faire, mais voilà, c'est une fatigue aussi qui est multifactorielle. Et à cela, bien sûr, s'ajoute la fatigue que les neurotypiques vivent comme nous, c'est-à-dire la fatigue liée aux écrans, aux réseaux sociaux, les surstimulations avec l'environnement sonore, au travail, les journées intenses de travail, etc. On est dans une société, c'est vrai, un peu au bord du burn-out, tous. Les gens en fait se sont habitués à vivre un peu à la limite de leur capacité. C'est vrai qu'on dort moins qu'avant par exemple, etc. Sauf que nous, on est déjà à la limite depuis notre naissance en fait. C'est-à-dire que moi, je suis toujours sur le fil
Voilà, parce que j'étais habituée comme ça, parce que si je veux vivre de manière, on va dire, plus ou moins normée, je suis obligée de surcompenser, me suradapter. Et c'est vrai que si on me rajoute quelque chose dans ma semaine ou dans ma journée, ou si il y a une interaction, enfin une soirée, quelque chose qui n'était pas prévu qui s'ajoute, ça peut clairement me faire basculer. Alors que les personnes dans la norme ne vont pas forcément basculer comme ça, enfin dans le sens s'écrouler de fatigue. Voilà. Et cette fatigue aussi, on l'aperçoit pas forcément en temps réel, comme j'ai déjà expliqué, mais même il faut conscientiser le fait qu'on a un fonctionnement différent. Que du coup, on doit se suradapter à un environnement qui n'est pas adapté pour nos besoins. Pardon. Que toute notre enfance, on a dû vivre dans un peu un monde chaotique, et même ça continue à l'âge adulte, surtout si on ne sait pas qu'on est nous-mêmes neuroatypiques, différents, autistes, et que tout ça c'est aussi une fatigue, une usure en fait, c'est usant en fait de vivre comme ça, avec des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement neurologique que nous. Parfois c'est pas fluide en fait, parfois même d'être avec des gens, on voit ils ont du mal à nous comprendre, que c'est pas du tout la même façon de réfléchir ou de ressentir. C'est hyper fatigant. Enfin, pour moi, c'est angoissant et fatigant. Voilà. Et d'ailleurs, je réfléchis de plus en plus à demander une affection, c'est ça, de longue durée, ce qu'on appelle une ALD, justement, donc par rapport à mon handicap qui est l'autisme, justement par rapport à cette fatigue, parce que là je réalise que c'est vraiment le cœur en fait du handicap, entre guillemets, c'est ça, c'est la fatigue. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je n'arrive plus à fonctionner comme les autres, j'aime pas ce mot mais je sais pas quoi dire d'autre, parce que en fait mon corps, en fait c'est mon corps qui me dit stop. Et quand il me dit stop, bah en fait ça peut durer longtemps. Et c'est assez étonnant à chaque fois de se dire que ça peut arriver d'un coup de manière totalement imprévisible. Quand bien même le matin on est arrivé et on avait de l'énergie et on était dispo, et le soir ça tombe et là, bam, 4 mois d'arrêt, burn-out, enfin voilà. Donc en fait, ça arrive de manière imprévisible aussi parce que à cause de ce problème de traitement de l'information qui est décalé, qui fait qu'on ne ressent pas en temps réel la fatigue qui s'accumule, etc. Mais c'est important à un moment donné de s'arrêter parce que sinon, ça peut vraiment nous mettre en danger et avoir des conséquences sur le long terme euh, dramatiques pour nous. Donc voilà, le côté maladie ou handicap, entre guillemets, je le vois vraiment dans cet aspect-là de la fatigue. Et cette fatigue, il nous faut décortiquer, il nous faut comprendre intellectuellement même comment elle se manifeste chez nous, avant de pouvoir justement trouver des stratégies pour réduire cette fatigue, pour adapter notre environnement. Et ça sera toujours quelque chose qui ne sera pas compris par la société. Parce que comme j'ai déjà expliqué au début, il y a un truc aussi très normé dans bah oui, on est fatigué, on est tous fatigués, c'est comme ça, oui, c'est fatigant. Sauf qu'en fait, c'est normal, mais non, c'est pas normal d'être fatigué. Déjà, personne ne devrait être fatigué à ce point et être en pré-burnout tout le temps. Mais en plus, nous, en tant qu'autistes, il y a une fatigue qui est supplémentaire, hein, qui est intense. Et c'est vrai que souvent, j'ai constaté une incompréhension quand j'expliquais que moi, j'étais fatiguée. En fait, souvent, les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le simple fait de dire que j'étais fatiguée, c'était pas assez pour eux pour justifier mon état émotionnel ou mon état d'épuisement. Voilà. Parce que pour eux, sans doute que être fatigué c'est normal et puis c'est pas trop grave. Voilà. Et puis on dort et ça va mieux. Ah oui, on me disait ça aussi. On me disait, t'es fatigué, va te reposer. Non. c'est pas ça. Enfin, me reposer pendant un an, ok. Me reposer une nuit, non, ça va pas suffire. Donc c'est très difficile, je pense, pour les personnes dans la norme de comprendre. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo pour l'entourage, si vous avez des enfants autistes ou des parents autistes ou des amis autistes, que vous puissiez comprendre que déjà quand il dit qu'il est fatigué, à mon avis, c'est qu'il a atteint la limite et que là, il faut tout de suite faire un truc parce que sinon, voilà, il va pas te dire. Enfin moi, quand je dis que je suis fatiguée, c'est-à-dire que je n'en peux plus à une fête, qu'il faut que je parte, et si je ne pars pas dans la demi-heure, je vais m'effondrer. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, je suis au niveau où je vais tomber là. Vraiment. Alors qu'une personne qui dit qu'elle est fatiguée, elle se dit peut-être à elle-même qu'elle peut encore tenir 2 heures, 3 heures, etc.
Il y a aussi donc la fatigabilité, donc j'ai beaucoup parlé de la fatigue, mais la fatigabilité, donc c'est-à-dire que il y a des choses qui nous coûtent énormément d'énergie, donc notre environnement sensoriel. Donc si on est surstimulé, ça va nous créer une fatigabilité. Et aussi, ce qui nous crée une fatigabilité, ce sont les interactions sociales. Et je tiens à préciser que ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les interactions sociales. C'est ça un peu le paradoxe, c'est on peut adorer échanger avec les gens, ça peut nous apporter émotionnellement, humainement d'interagir avec les gens, mais ça peut aussi énormément nous fatiguer. Les choses qui nous fatiguent ne sont pas forcément des choses qui sont pas bonnes pour nous, ou qui sont mauvaises pour nous ou négatives. Ça n'a rien à voir. Et donc cette fatigabilité, c'est ça aussi qui va faire qu'on va avoir besoin de mettre en place des petites choses pour éviter qu'elle s'accumule. Et elle peut aller au-dessus, comment dire, de la fatigue qui est, je pense, en permanence. Une fatigue qu'on possède en permanence, voilà. La fatigabilité, c'est aussi ce qui va aggraver la fatigue. Et la fatigabilité, elle est aussi essentielle à comprendre pour les professionnels de santé qui vous accompagnent, pour aussi les amis ou même dans le milieu professionnel, même votre famille, que voilà, vous ne pouvez pas faire un repas de famille de 5 heures. Non, voilà. Donc c'est cette question-là de fatigabilité où il faut faire comprendre que vous avez des limites et que vraiment si vous outrepassez vos limites, ça peut avoir des conséquences sur le long terme très importantes. Quant à l'énergie, bon, je tiens à dire que moi, je suis souvent fatiguée. Je dis souvent que je suis fatiguée, mais j'ai aussi beaucoup d'énergie. Ah, d'ailleurs, je dis souvent que je suis fatiguée à des moments précis. Donc, je suis souvent très fatiguée après les repas et le soir. Donc, parfois, je pleure d'épuisement le soir. En ce moment, c'est le cas parce qu'avec la grossesse, je suis encore plus fatiguée. Il y a aussi des moments où je vais être de l'année où je vais être extrêmement fatiguée. Donc, toute la période hivernale de novembre à janvier, c'est l'enfer. Et après, j'ai un nouveau pic de fatigue avant le printemps. Où vraiment, c'est une fatigue qui se voit physiquement sur moi. C'est-à-dire que je vais être toute pâle, je vais être hyper émotive, je vais je vais broyer du noir. Et voilà. Et c'est vrai que les changements, ça peut aussi énormément nous déstabiliser émotionnellement, etc. Mais ça peut aussi énormément nous fatiguer, en fait. Si on aime les rituels et les choses qui bougent pas, c'est pas pour rien. C'est aussi pour notre bien-être et pour notre santé, notre énergie, pour conserver notre énergie. Voilà. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie de devoir se réadapter, changer ses habitudes, etc. C'est beaucoup d'énergie. Alors pour les gens normaux, c'est beaucoup d'énergie. Mais alors pour nous, c'est carrément un exploit de devoir sans cesse s'adapter. Et là encore, on est dans une société où on nous demande beaucoup de nous adapter très vite, etc. Tout va très vite. Voilà. Et l'énergie, donc même si j'ai souvent été fatiguée, en fait on m'a souvent perçue, c'est assez intéressant de l'extérieur, comme une personne qui avait beaucoup d'énergie. Bon, j'ai aussi un côté hyperactif, d'ailleurs j'ai un TDAH, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être que le côté TDAH, il me donne des pics d'énergie que je n'aurais pas si je n'avais pas le TDAH, je ne sais pas, mais on m'a souvent perçue comme étant très énergique, parce que j'ai ce côté aussi quand je suis dans l'interaction, très enjouée, très ouverte, très curieuse, et donc ça peut être confondu avec comme si j'avais beaucoup d'énergie, alors qu'en réalité c'est juste que je suis dans l'instant présent et j'apprécie cet échange, mais ça n'enlève en rien mon niveau de fatigue général que je peux très bien ressentir lourdement quand je rentre chez moi à la maison. Mais là encore, c'est caché parce que ce n'est pas devant les gens. Très souvent, je vais avoir du mal à pleurer d'ailleurs devant les gens ou à me montrer triste ouvertement devant les gens, même si j'ai aucun mal à pleurer en public, mais c'est comme ça. C'est parce que sur le moment, je ressens pas forcément la tristesse en temps réel ou le choc négatif que la situation me cause ou que l'interaction me cause en temps réel, mais je vais le ressentir une fois chez moi, au calme, etc. Voilà. Et je crois que si les gens me perçoivent souvent comme très énergique, c'est aussi parce que, en fait, quand je me suis reposée 3 jours et que je n'ai absolument rien fait, comme c'est le cas en ce moment, et ben j'ai une journée où d'un coup ça va mieux, forcément, parce que pendant 3 jours j'ai rien fait. Donc là je suis au top de mon énergie, et donc là en l'espace de quelques heures, je vais avoir l'énergie de faire énormément de choses, parfois des choses que j'en repoussais depuis de longs mois. Et là, je vais le communiquer. Je vais communiquer sur toutes les choses que j'ai réussi à faire, etc. Ce qui va laisser penser aux autres que j'ai énormément d'énergie par rapport à eux. Parce que eux, ils ne gèrent pas leur fatigue de la même manière. Quand je dis eux, c'est les personnes dans la norme. Je pense que les personnes dans la norme ont tendance à être plus lentes, à faire les choses progressivement
et à réussir à faire petit à petit tous les jours. Tandis que moi, c'est vraiment 3 jours où je suis KO et un jour où d'un coup j'ai énormément d'énergie, je suis à nouveau reposée et du coup je peux très très vite, en fait je suis très efficace, c'est clac clac clac, les planètes s'alignent et là j'arrive à faire tout ce que je veux, mon administratif, ranger ma maison, finir un livre, etc. Voilà. Donc ça peut donner l'impression que je suis très efficace, très productive et très énergique, alors que dans les faits, pas tellement. Voilà. Et il y a aussi l'énergie, quand en fait les autres me donnent de l'énergie. Voilà. Parfois des rencontres, des personnes où la conversation va être fluide, où ça va m'intéresser, voire me passionner sur des sujets, parfois des intérêts spécifiques que j'ai sur le moment, ça va vraiment énormément me nourrir intellectuellement et humainement en fait, et émotionnellement. Et ça va me faire énormément de bien et me donner énormément d'énergie. Donc c'est vrai que j'ai cette capacité à me nourrir du meilleur chez l'autre comme du pire. Là encore, par contre, quand je suis au contact de personnes que je sens hostiles, fermées, etc., ça va énormément me coûter au point que je peux faire une dépression juste à être en contact avec certaines personnes. Mais quand je suis avec des personnes qui sont bienveillantes et ouvertes et gentilles et intéressantes, alors là, ça peut énormément m'apporter de l'énergie. Voilà, c'est pour ça que je pense que il faut prendre le risque quand même de vivre des expériences sociales parce que parfois il y a des belles surprises. Et puis, moi personnellement, ce qui me donne beaucoup d'énergie, même quand je suis fatiguée, mais ça c'est peut-être aussi lié au TDAH, c'est le fait d'être en mouvement. Voilà, parce que en fait, quand je suis statique chez moi, que les gens me disent va te coucher, va te reposer, tu es fatigué, en fait, pas du tout. Ce qu'il me faut à ce moment-là, c'est d'être en mouvement pour pouvoir laisser ma pensée se dérouler et justement pouvoir être traitée en fait. Voilà, parce que sinon ça me fait des nœuds dans la tête. Et ces nœuds dans la tête, après, ils vont se retourner contre moi et me faire du mal. Alors que par exemple, même une balade en voiture, le mouvement, ça va me faire du bien, ça va me donner l'impression de m'évader, de m'échapper un peu de mon esprit qui est un carcan, où tout est très intense, très lourd aussi. Et quand je suis voilà, quand j'ai l'impression un peu de voler en voiture, ça me donne de la légèreté, ça me donne une perspective, ça me donne de l'élan. De la même façon, quand je fais du sport ou quand je vais courir, enfin non, en fait, je ne cours jamais. Qu'est-ce que je dis? Quand je marche dans la nature, là oui, ça me donne là encore des perspectives. Donc c'est pour ça que j'adore voyager parce que pour moi, voyager, c'est. J'ai l'impression de faire peau neuve en fait. C'est comme un massage de voyager, un massage très très efficace, très agréable pour moi. Et ça remet les pendules à l'heure. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné un peu des clés. En tout cas, c'est un sujet qu'il ne faut pas minimiser la fatigue. Parce que vraiment, je pense que c'est au cœur de tout. Toutes nos particularités autistiques, elles sont liées à ça. La fatigue et l'énergie. Voilà, donc ne soyez pas trop fatigués. Et en même temps, acceptez d'être fatigué. Et trouvez des moyens de vous ressourcer. C'est le plus important. Et prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.